Je souhaite la bienvenue à tous nos amis et toutes les personnes qui ont œuvré avec moi à la réussite de cette journée. Et j'espère que ça va être renouvelable chaque année, Inch'Allah, même plusieurs fois par an. Donc, le stress oxydatif ou pas, c'est la maladie du siècle. On va faire avec. Mais là, le stress oxydatif, ça va retentir sur la fertilité. C'est encore plus grave pour la jeunesse et pour les personnes désireuses, bien entendu, de procréer. Docteur Boitrel, professeur Boitrel a parlé donc là, de la 6e édition. Moi, je dirais, dans notre pays, il y aura les 3 éditions parallèles pendant au moins une dizaine d'années, parce qu'il y a beaucoup de retours aux éditions de 99, de 2010. Donc, il y a encore une période d'hésitation et on est rattrapé par des normes qui ne suivent pas. Et il y a beaucoup de discordances et les groupes d'études sont totalement, disons, les groupes d'études disent autre chose. Bien sûr, comme a dit docteur Philalif, ça va se décompter les années à venir et on aboutira probablement à la 7e édition qui va être plus conséquente. Et là, cette 6e édition, bien sûr, c'est les tests complémentaires qui ont été décrites avec les procédures dans la fragmentation d'ADN, les procédés bien sûr d'évaluation du stress oxydatif. Bien sûr, c'est les différents examens complémentaires spécialisés. Il y a la fragmentation de l'ADN, il y a bien sûr l'évaluation de la bonne santé membranaire des canaux d'échange ionique, l'étude de la réaction acrosomique, l'évaluation des leucocytes, parce que ça génère des radicaux oxygénés et donc du stress oxydatif, la bonne évaluation de ce stress, la chromatine, l'évaluation de la décondensation et le fiche, etc. Donc un tas d'éléments, de nouveaux paramètres à évaluer pour être assez exhaustif dans l'évaluation de l'infertilité et sa cause. Bien sûr, je définis le stress oxydatif comme le résultat d'un déséquilibre entre la formation d'espèces réactives d'oxygène et l'incapacité des antioxydants disponibles à neutraliser cette production excessive de réactifs oxygénés spécifiques. Comment se forme un radical oxygéné? Normalement, c'est prenant par exemple un dérivé d'un métabolisme oxygéné, donc les mammifères fonctionnent avec un métabolisme oxydatif. La perte d'un électron d'une molécule d'oxygène génère bien sûr un anion, un anion superoxyde instable qui cherche à se stabiliser. Et on attaque, pour se stabiliser, il attaque tout. Les glucides, les protéines, les lipides, l'ADN, tout ce qui est sur son chemin, il l'attaque. Et ça déclenche une chaîne interminable. Si elle n'est pas arrêtée en réduisant la source ou bien en traitant, la chaîne s'emballe et ça cause bien entendu des dégâts jusqu'à l'infertilité. Il y a beaucoup d'origines. Il n'y a pas que les dérivés oxygénés, il y a des dérivés d'origine nitrée, sulfure. Ils peuvent être des ions chargés, ils peuvent être neutres, néanmoins très actifs. Donc il y a plusieurs radicaux oxygénés décrits. Dans la prise en charge de ces anions superoxydes, la molécule intermédiaire, c'est bien sûr l'H2O2, qui est quand même nécessaire en petite quantité dans les pédidymes, parce qu'elle intervient dans tout ce qui est le processus de protamination, de condensation de l'ADN, de spermatique. Par contre, en excès, elle génère beaucoup de dégâts. Le site majeur de production, c'est les mitochondries et les cytoplasmes par les enzymes de la glycolyse. Bien entendu, le spermatozoïde a du mal à se défendre parce qu'il a peu de cytoplasme, il n'y a pas de transcription. Il est riche en lipides polyinsaturés, donc il est très sensible à ces radicaux oxygénés. Il a un métabolisme mitochondrial très élevé. Et l'impact, donc, sur la membrane principalement, il interfère avec les signaux donc, cellulaires de messagers de capacitation et surtout, il attaque l'ADN spermatique, c'est sujet de notre débat aujourd'hui, avec un risque mutagène irritable, donc s'il n'est pas corrigé par l'ovocyte du conjoint. Alors, ça, une petite revue sur les causes, bien sûr, pas assez exhaustive, mais au moins, elle traite un peu l'origine de ces radicaux. En général, ça peut être le mode environnemental, l'usage de drogue, de tabac, de pollution, les infections des glandes annexes, la stagnation au long terme des spermatozoïdes, c'est-à-dire en fait l'abstinence, la spermatozoïde immature, la pathologie systémique, tout ce cocktail d'événements qui peuvent être responsables de genèse donc de ces radicaux oxygénés.
Donc, ces radicaux, bien sûr, couplés avec ce stress oxydant, couplé à l'apoptose et avec une anomalie de compaction, aura pour conséquence une attaque de l'ADN. Quelles sont les méthodes d'évaluation directe de ce stress oxydatif? Bien entendu, elles sont basées sur le principe d'une molécule, luminol. Cette molécule, elle a la particularité, une fois d'être oxydée en premier dans un programme d'oxydation, elle donne des ondes de peroxyde instables. Donc, elle émet des photons qui sont captés et évalués. Ça, c'est l'évaluation directe. Donc, cette détection est très, très précoce, bien avant l'oxydation des bases de l'ADN et bien avant la fragmentation de l'ADN. Après est venue la recherche, au lieu de faire des recherches de radicaux oxygénés, recherche de balance des oxydants et des réducteurs. Et ça, c'était, bon, bien sûr, c'est les publications d'Agarwal avec un groupe d'études qui a montré que cet équilibre, contrairement au test direct, c'est un équilibre qui met en valeur aussi les antioxydants naturels ou apportés. Cette publication en 2019, bien entendu, à l'échelle internationale, a permis justement de voir, de donner la première façon d'évaluer le statut oxydatif séminal avec un cut-off et une évaluation à partir de laquelle on peut considérer qu'il y a un danger pour la fertilité. Parce que, sachant qu'il faut savoir que le liquide séminal, il a un statut oxydatif élevé, avant l'apparition de la fragmentation de l'ADN, on peut avoir les dégâts, on peut les prévenir et commencer à traiter. La petite machine donc apportée par l'auteur, elle existe chez nous, on n'a pas eu le temps de la voir, peut-être on verra en fin de session. Les démonstrations. Alors, le seuil établi est 1,34 mV par 10 millions par ml. Cette technique, bien sûr, a une grande sensibilité de 98%, malheureusement une faible spécificité, mais ce qui est important, c'est sa valeur prédictive positive, c'est-à-dire quand vous avez un statut oxydatif élevé, ça veut dire que vous avez un grand risque de développer une fragmentation d'ADN et bien sûr une infertilité. Cette technique est très très simple, elle fournit un équilibre redox, elle mesure tous les oxydants connus et inconnus, les antioxydants. Elle n'est pas du tout chronophage, elle ne nécessite pas d'expertise, elle peut être mesurée dans le sperme, dans le liquide séminal, y compris dans les échantillons décongelés. Bien sûr, il faut juste qu'il ne soit pas visceux. Cette évaluation peut être adressée à toutes les situations. Aux situations de diagnostic de vasectomie, aux situations après correction ce qu'on appelle correction de style de vie, c'est-à-dire enlever la cigarette, enlever un certain nombre de choses, après traitement antioxydant, après une validation, par exemple, d'une antibiothérapie pour infection génitale, toutes les conditions toutes ces situations peuvent utiliser ce MOSI. Et bien entendu, après traitement de 6 semaines, on peut réévaluer l'évolution de ce statut oxydatif. Les méthodes indirectes, bien entendu, il y a d'abord l'oxydation des bases puriques et pyrimidiniques de l'ADN. Mais malheureusement, c'est une technique qui demeure lourde. La première publication que j'ai trouvée intéressante, c'est celle donc, du groupe Vauguillon en 2018, qui ont parlé beaucoup de l'oxydation de la 8-oxoguanine. Malheureusement, la technique d'évaluation, c'est une fluorescence couplée à un cytométrie de flux. C'était peu utilisable en labo de ville. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une étape avant la fragmentation. C'est l'étape de l'oxydation des bases. Au niveau, bien entendu, il y a une revue de Leila Galino qui a repris ce qu'il en était de l'oxydation de l'ADN. Bien sûr, elle a énuméré les conséquences de cette oxydation. Donc, ça peut attaquer le lipide membranaire, surtout au niveau du flagelle, une perte de mobilité, les DNA, l'apoptose accélérée, une chute de mobilité et bien sûr une dysfonction mitochondriale avec donc une perte de mobilité liée justement à cette source d'énergie qui va se réduire. Bon, il y a donc dans les facteurs conduisant à cette situation, il ne faut pas oublier aussi l'âge masculin, c'est très important, cet âge masculin, on a tendance à l'oublier, mais il fait partie un peu des situations où le stress du liquide séminal augmente. Bien entendu, l'exposition au bisphénol. Les mécanismes de fragmentation qui sont la conséquence de ce stress oxydatif. Ils peuvent être d'une cassure simple brin, double brin,
peuvent être une délétion ou modification de base, peuvent être bien sûr des crosslinks entre les brins ou intra-brins, ou des pontages, bien sûr, des pontages ADN protéines qui sont difficiles à défaire, ou la mitose. Alors, ici, la spermorphologie des auteurs a essayé de voir quels sont les éléments que l'un des paramètres clés qu'on utilise pour l'évaluation de l'évaluation de l'infertilité ou de la fertilité, c'est la morphologie, et que les oxydative stress avaient une part prépondérante dans l'évaluation de cette morphologie. C'est-à-dire, quand on prend un fumeur qui fume pendant une année, le premier paramètre qui va s'altérer, ça va commencer par la tératospermie, par une altération de la morphologie. Donc, le stress généré par des conditions de travail ou d'habitudes alimentaires ou autres vont commencer par une altération de sperme et particulièrement de sa morphologie. Les évaluations, bien entendu, ne parlent pas ici de l'oxydation d'ADN, c'est surtout au niveau de la dispersion de l'ADN fragmenté. Il y a des tests de dispersion de la chromatine, les SCD, il y a des tests maintenant de tunnel qu'on a démontré ce matin avec bien sûr une fluorescence des spermatozoïdes qui marque cette fragmentation. Je reviens à cette diapo qui a été présentée par le professeur Boitrel sur les recommandations des dernières sociétés savantes, aussi bien françaises qu'américaines, et auxquelles s'est jointe la société, l'European Society of Urology, et qui recommandent tous qu'un apport bénéfique incontournable de la fragmentation de l'ADN et des dommages de l'ADN dans l'évaluation de l'infertilité masculine et de le suivi dans certaines pathologies comme les varicocèles et les suivis d'embolisation des varicocèles opérés. Là, je vous mets directement ce qui a été rapporté dans l'European Society. Elle parle essentiellement d'indication de la frag dans les échecs d'implantation récurrentes, dans les fausses couches spontanées récurrentes et dans l'infertilité inexpliquée ou idiopathique. Qu'en est-il dans l'assistance médicale à la procréation? Maintenant, un petit mot sur beaucoup d'auteurs qui se sont vus quel est l'impact entre l'abstinence et la fragmentation d'ADN. Il n'y a pas photo. L'abstinence, plus elle est courte, regardez ici, moins de 2 jours et plus de 5 jours, le résultat, la différence est très significative. Il y a un autre auteur qui s'est dit, pour essayer d'avoir de meilleure qualité embryonnaire, pourquoi pas aller plus loin? Son idée était de faire éjaculer le patient tous les jours pendant une semaine, y compris le jour de l'ICSI, et refaire une autre émission dans la journée de l'ICSI pour faire l'AMP. Eh bien, les résultats des études sont incontournables. Il y a un gain très important en matière de qualité embryonnaire et en matière de taux d'implantation. Toutes les études convergeaient vers cette même conclusion. Sauf il faut que le couple adhère bien entendu, à cette option. Qu'en est-il des inséminations? Les inséminations, bien entendu, il y a un travail qui a été fait sur 2800 Kunchin en 2019, qui a rapporté une revue sur 2839 cas, une chute très significative du taux de grossesse et taux en insémination intra-utérine. Une autre essayé en 2021 a reporté un comportement différent des embryons en embryoscope avec un retard de développement, on voit ici, pour atteindre même au plus de temps, il y avait une frag élevée. Bien entendu, on s'est intéressé aussi aux techniques, au système de réparation, au site ability, donc to repair sperm DNA, en fonction de l'âge paternel, en fonction de l'âge impact of maternal age. Donc ici, on voit quel pourrait être l'impact de l'ovule et sa jeunesse sur les conséquences de l'AMP dans le cadre d'une fragmentation élevée. Les résultats sont très clairs. Avant 35 ans, c'est vrai que la différence n'est pas significative. Mais à partir de 37, et surtout à partir de 40, les capacités de l'ovule de réparer la frag chutent et ça se répercute immédiatement sur l'implantation, le taux de grossesse et surtout augmentation du taux de fausse couche. Clinical implication ici, dans une méta-analyse qui également examine les résultats
sur l'ICSI et la FIV de Ribas en 2021, donc c'est tout récent, sur 25 600 cycles. Donc 32 articles, c'est une revue avec une grande puissance, 32 articles éligibles. Quelle est la conclusion? Si on reprend la technique tunnel, cet auteur il a vu quelles sont les discordances, c'est-à-dire quelles sont l'inverse, c'est une inverse proportionnelle, c'est-à-dire plus le SDF, la fragmentation élevée, plus les résultats sont mauvais. Il a remarqué que entre 50 et 100% des études accusaient cette discordance. Ça veut dire que pratiquement dans certaines situations, 100% des études accusaient une perte de chances de grossesse quand la fragmentation a été élevée. Ça veut dire finalement pratiquement toutes les études à partir de 50%, c'est-à-dire qu'il y avait une inverse corrélation entre la fragmentation de l'ADN et l'ICSI. Là, un petit mot sur le testicule. Qu'en est-il de la fragmentation de l'ADN qui persiste et qui est rebelle au traitement antioxydant? Alors là, l'auteur, sur 17 000 ICSI, 70 études, parle d'un recours au sperme testiculaire. Et il a remarqué justement pour à peu près 81 cas qui ont accepté donc de se faire biopsier alors que leur sperme était relativement normal, mais avec une frag élevée. Il a remarqué une différence de 80% en taux de fragmentation. Au niveau testiculaire, 80% moins plus bas que le sperme éjaculé. Donc il va de soi quand dans les situations où la frag de l'ADN est élevée, elle est rebelle au traitement, qui persiste, proposer aux patients un recours au sperme testiculaire. Maintenant, je reviens à l'abstinence. De plus en plus, les tendances en AMP sont vers des abstinences courtes de pas plus de 3 heures. Regardez ici, 3 jours d'abstinence versus 3 heures. On est dans une différence très significative de la chute de la fragmentation d'ADN. Je conclus par une revue récente qui a un peu une petite évidence concernant la frag. Donc, il dit que pour les indications, c'est surtout la varicocèle, les stérilités inexpliquées et idiopathiques, les fausses couches à répétition, les échecs d'enzymes, les échecs de FIV-ICSI, aussi bien sur le plan clinique, les corrections sperme cuisine, il faut dire qu'avant de congeler un sperme, sinon ça sert à récupérer un sperme à fragmenter après. J'ajouterai le sperme borderline aussi. Et sans oublier que les ICSI sur ces testicules pour les fragmentations rebelles au traitement antioxydant. Et je vous remercie. C'est que en PMA, il est aussi important de prendre correctement en charge aussi bien la femme que l'homme. La femme est prise en charge théoriquement par le gynécologue, l'homme par l'andrologue. Cet andrologue fait défaut au Maroc et je dirais que c'est le biologiste qui est l'andrologue. Donc il faut que les biologistes aient une formation assez solide en spermologie et andrologie pour pouvoir aider les gynécologues dans la prise en charge des hommes. Il y a beaucoup de points sur lesquels aujourd'hui, effectivement, cette prise en charge nous pose régulièrement souci. Je pense que tous mes collègues qui font de la PMA peuvent le confirmer. Lorsqu'on a des spermes de très mauvaise qualité, on est toujours, si vous voulez, devant un paradigme où l'équation est complexe et pas forcément la solution facile. Donc, est-ce qu'il faut traiter, pas traiter? Et puis, très souvent, on découvre les patients à la dernière minute, malheureusement, et on peut pas rattraper les choses et ça peut impacter et ça impacte les résultats, même si la prise en charge du point de vue féminin a été très correcte. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Nordin. Moi, personnellement, je suis adepte de l'étude de Hussein qui a présenté en 2013, qui a montré une augmentation de 10 à 15% de taux de positif après traitement. Ça a été justifié. De toute façon, on n'a rien à perdre. 4 à 6 mois d'ACG avec plus ou moins du clomifène ou un peu d'FSH, on n'a rien à perdre. On a peut-être 10 à 15% de situations où on n'aurait rien eu, on a eu des positifs. La première, donc je suis adepte pour le traitement médical. Deuxième point, s'il vous plaît, essayez d'imposer la chirurgie sous microscope. Oui. On a gagné beaucoup de points. Nous, depuis qu'on travaille en microscope, ça fait déjà plus de 2 ans,
On était, disons, à 47-48% de positifs, mais maintenant nous frôlons les 60%. On a gagné pratiquement 12 points et c'est vraiment très intéressant. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai encore des diapos. Malheureusement, je n'ai pas pris les diapos. J'ai enregistré le testicule. Impossible. Toutes les prédictions étaient pour le négatif. Tout. C'était une FSH à 35, une AMH à 0,15. Il a un volume très bas. Et quand il a ouvert, il m'a dit, l'urologue, on ne va rien trouver. Je lui ai dit, s'il te plaît, le microscope, un peu de patience. Au bout d'1 heure et demie, on a trouvé de quoi travailler, de micro-injecter une quinzaine d'ovocytes. C'était extraordinaire. Imposez, non, avec vos partenaires, le microscope, quitte à aller apprendre, parce que le professeur Mithat Amel ne demande qu'à enseigner. Il a un grand centre d'andrologie, il n'utilise que le micro-thésé et il est prêt à recevoir et former les gens. Ils peuvent être formés chez nous à Casa aussi, il n'y a pas de souci. Donc, de toute façon, on transmettra à nos non, le microscope, la chirurgie sous microscope, ça devient une obligation, surtout qu'au Maroc, il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement, on n'a pas le droit de détecter négatif quelque chose de positif. Hafed. Oui, Mounir, je voulais juste ajouter une chose, c'est que il y a aussi le généticien qui est oublié dans cette histoire, parce que là, j'étais très, très marqué une fois au labo, on a reçu un patient azospermique, 2 ponctions testiculaires, rien, ça lui a coûté 7000 fois 7000. Quand on a fait l'AZF, c'était un AZF-A, donc il ne fallait pas y toucher. D'accord, tu as tout à fait raison. L'apport des généticiens ici est très, très important. L'azospermie non obstructive, un karyotype et un AZF, on arrive quand même à faire 20% de diagnostic, c'est-à-dire 1 sur 5, c'est énorme. Donc, je vais répondre aussi à mon ami Herdizi par rapport au panel de gènes. Là, cette histoire du panel de gènes, c'est de la mode dans l'infertilité masculine. Parce que j'ai lu dernièrement un article qui m'a été envoyé par Dr. Longeli, une équipe chinoise qui a travaillé sur 1200 azospermies non obstructives. Ils ont quand même pu avoir sur karyotype AZF 23% de diagnostic, panel de gènes 2% des gènes candidats. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bien sûr. Rien. Tout à fait. Au moins faire un karyotype qui ne coûte pas grand-chose. Un NGS, ça peut coûter dans les 1000 euros, 1000 dirhams, alors qu'un karyotype coûte entre 1000 dirhams et 1500 s'il est aujourd'hui, sous-traité à l'Institut national d'hygiène, ça coûte 900 dirhams. Je ne fais pas de pub, on en a assez, donc c'est juste pour information. Merci. Alors, en recherche, oui, mais pas en diagnostic. Non, je suis désolé parce que là... Oui, dans quelques années, c'est ça ce qu'on a dit. C'est ça ce qu'on a dit pour nous. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais au jour d'aujourd'hui, on recherche, oui, pas en diagnostic. Alors, une petite, juste pour conclure, tu as tout à fait raison, ça a été dit par Florence Boitrel, on ne va pas à la chirurgie avant d'avoir fait le karyotype et la ZF, quelle que soit l'azospermie. Alors, juste pour revenir à Nourdine, ça c'est ma question par rapport à ta pratique. Tu fais quoi lorsque tu as une crypto vraiment sévère avec des spermatozoïdes pas ou peu mobiles, tu es devant le fait accompli, qu'est-ce que tu fais devant ce genre de situation? La cryptospermie, c'est vrai que c'est un dossier à part. Normalement, tout se trame avant le jour de l'ICSI. Je l'étiquette. J'essaie de multiplier les émissions. Je peux aller jusqu'à 20 émissions pour rester 5-6 paillettes. Parfois, il peut te donner 3 fois azospermie, 4e fois quelque chose. Parfois, il y a quelque chose, ça ne bouge pas, donc tu le renvoies. Donc, tous les scénarios. Il faut être persévérant avec ces gens-là, les faire venir au labo, au centre, autant de fois qu'il faut. Non, moi, je ne suis pas encore arrivé à l'ICSI. Au niveau du spermogramme, je vois une crypto-azo. Non, je dois d'abord stocker mon sperme avant d'aller. Je peux pas. Je préfère. Alors, la question, est-ce que parfois dans ce genre, bon, disons que le prélèvement est refait plusieurs fois, que tu te retrouves dans une qualité de sperme extrêmement médiocre, est-ce que tu penses parce que cette question nous est posée régulièrement, est-ce que tu conseilles la biopsie? Est-ce que ça améliore quelque chose?
dans les cryptos très sévères, si vous faites crypto très sévère et si vous avez des spermes très rares après centrifugation et immobile, si vous travaillez en macrométhode, en thèse normale, rien du tout, zéro, biopsie négative. Si vous travaillez en micro-thésée avec beaucoup de patience, vous pouvez récupérer les 5 ou 6 ou 10% de foyers encore fonctionnels au niveau testiculaire avec beaucoup de patience. Et encore dans ce cas-là, il vaut mieux faire en synchrone, c'est-à-dire femme prête. Femme prête parce qu'il n'est pas sûr que ces très rares spermatozoïdes vont pouvoir survivre à une congélation. Et il n'est pas certain qu'en refaisant biopsie la personne, qu'on retombe sur cette zone qui fabrique le spermatozoïde. Donc, c'est un challenge, c'est vraiment le challenge de c'est une série de patients, de couples qui représentent peut-être au moins de 2% de l'activité, mais ils ont droit à une parenté aussi. Et je suis sûr que si l'équipe médicale cherche et travaille, elle peut arriver à leur garantir, enfin à leur offrir une chance réelle. D'où l'intérêt de staffer les dossiers en amont, de bien préparer et de faire des RCP multidisciplinaires. Je pense que c'est le message peut-être un des messages à retenir. En tout cas, merci à tous. Merci. Alors, on reprend dans 20 minutes, s'il vous plaît. Donc, voilà, et reposez-vous et à tous.